Pulling out the coupe at the lot, Tony fuck 12, fuck SWAT, busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box, had to put the stick in the Bonsoir à box. tous. Bonsoir à tous, chers entrepreneurs. Et non, ce n'est pas Maxime Gauthier sur scène, c'est Alexis Murat. Pour ceux qui ne m'avaient pas encore rencontré, qui ne m'avaient pas encore vu en décembre à Toda, je m'étais présenté sur scène pour faire la passation avec Maxime. Donc, je vais aujourd'hui présenter et animer cette soirée, cette belle soirée qu'on va voir tous ensemble. J'espère que vous êtes vraiment chauds. Bienvenue à vous, bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux, aux anciens, tous entrepreneurs et entrepreneuses que vous êtes ici. Très heureux de vous voir et très heureux d'animer cet événement ce soir. Ça va être un super moment pour rappeler très rapidement qui je suis, parce que certains d'entre vous ne me connaissent pas. Donc Alexis Murat, encore assez jeune, je l'espère, 24 ans, 25 ans à minuit d'ailleurs, le jour de la Saint-Valentin. Et ça faisait fureur d'ailleurs en école primaire avec les femmes. Mais 24 ans, entrepreneur en Europe majoritairement à la base. Je me suis installé à Dubaï il y a peu. J'ai créé une boîte de réalité virtuelle qui se prénomme Easy Virtual Tour, avec comme investisseur principal EasyJet. Donc Easy Virtual, vous comprenez, la même police, les mêmes couleurs orange, la réalité virtuelle un peu low cost, on va dire. Ça a bien fonctionné. Je me suis du coup installé après ici à Dubaï. Et je travaille maintenant avec Maxime sur le Maj Business Club. Pour parler un petit peu de Maj, pour les nouveaux d'entre vous qui ne connaissent pas Maj, et aussi pour YouTube, car on poste également ces événements sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Maj Agency. Le Maj, donc qu'est-ce Maj ? Maj est une agence qui accompagne les entrepreneurs à créer leur société aux Émirats, majoritairement les francophones, mais ça peut être n'importe quelle autre nationalité, évidemment. Et également, on accompagne les entrepreneurs dans leur quotidien, au maximum, au niveau comptable, fiscal, administratif. Et par la suite, on a eu l'envie de créer une communauté autour de Maj, cette grande marque qui a beaucoup d'entrepreneurs qui rejoignent chaque année les Émirats. Et on a créé donc le Maj Business Club. Avec Maxime a créé le Maj Business Club et qui est aujourd'hui un endroit où vous êtes tous ici pour vous rencontrer, échanger, networker. C'est convivial, bien vivant et très agréable comme événement, comme endroit. Pour commencer, qu'allons-nous discuter aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va faire des choses un peu différentes de d'habitude. D'habitude, chez Maj, au Business Club, c'est un peu plus infopreneuriat, un peu plus formation en ligne, e-commerce, business en ligne, etc. Ce qui est très bien, je ne crache absolument pas dessus. J'ai beaucoup d'amis dans ce milieu, donc je ne crache absolument pas dedans. Mais on avait envie de faire quelque chose un peu plus corpo. Vous appreniez un peu de personnes, des entrepreneurs qui ont des forts capex. Par exemple, qui ont, pour n'en citer qu'un, qui ont des tours entières de bureaux à gérer, avec des forts investissements. D'autres qui doivent lever des dizaines de millions pour faire de la R&D durant des années et des années. D'autres même qui lèvent des dizaines de millions pour faire des flottes solaires ou éoliennes énormes dans les pays émergents. Donc on va parler ici de sujets hyper poussés en sales, en levée de fonds, en gestion des relations publiques, gestion des discussions avec ministres, présidents, conseils de présidents et ministres. On va s'inspirer de personnes qui ont vraiment vécu dans le monde entier et créer des sociétés dans le monde entier également. Le premier speaker aujourd'hui, le premier intervenant, est devenu un ami à moi depuis que je suis arrivé ici à Dubaï. Un mec génial, vraiment un monstre. Il a créé Tada, je ne sais pas si vous connaissez, Vivoca, boîte dans la crypto et l'IA, et également Meria. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en crypto, donc plus de 100 salariés, des dizaines de millions de tous les côtés en chiffre d'affaires, etc. Interminable, un mec de dingue. Et surtout, lui, sa spécialité, c'est qu'à la base, il faisait du porte-à-porte. Il vendait au porte-à-porte, comme ça, petit à petit. Et petit à petit, il s'est développé dans ses boîtes, petit à petit, il est devenu Head of Sales, fondateur, cofondateur et surtout Head of Sales. C'est un expert en vente. Si vous voulez vraiment apprendre comment vendre, comment closer des deals, des vrais gros deals, il faut parler à ce gars. Ce mec est un tueur en sales. Moi, il m'a subjugué, il pourrait tout me vendre, je vous jure, je pourrais vraiment tout acheter, sans aucun problème. Un vrai tueur. Et surtout, c'est une personne géniale, authentique, qui représente bien le Maj Business Club, que vous allez adorer. Donc, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Florian Guichon. Tu mets la pression. Merci beaucoup, Florian. Bienvenue chez toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous savez,
la vente, c'est pas une question de talent. C'est une question de discipline, de travail d'apprentissage et d'intelligence émotionnelle. Bonjour, je m'appelle Florian Guichon. Je suis entrepreneur, mais par-dessus tout, passionné de vente depuis mes 8 ans. Pourquoi je dis mes 8 ans? Parce que c'est la première fois qu'avec mon grand frère, je vendais sur des CD des jeux à la cour de récré. Alors, ça fait très storytelling factice, ça fait très... Enfin, très faussé, mais la réalité, elle est là. C'est pas moi qui vendais, c'était mon frère, mais je m'en suis passionné. J'ai un parcours un peu atypique, puisqu'en fait, j'ai commencé vraiment ma carrière en faisant de la téléprospection. La personne qui vous appelait, sur lequel vous raccrochez quand vous vendez des forfaits téléphoniques, eh ben, c'était moi. Je vendais des forfaits pour SFR. Ça a duré un an et demi, 1500 calls par mois, 1450 insultes, 50 signatures, c'est déjà incroyable. Ensuite, je me suis dirigé à vendre de la rénovation de façade pour le BTP. Pourquoi pour le BTP? Parce qu'en fait, j'avais un ami qui était dedans qui m'a dit « T'inquiète, tu peux faire de l'argent, tu as 20 ans, ça va bien se passer ». La réalité, c'est que le porte-à-porte, c'est super dur. Il faut une ténacité de fou. Mais par contre, le jour où tu signes, je n'ai jamais senti une adrénaline aussi forte que lors de la signature d'un rendez-vous 1 ou d'un rendez-vous 2 dans le BTP. C'est vendre 30 000, 40 000, 50 000 euros à des particuliers. Par la suite, comme j'étais également passionné d'informatique, je me suis dirigé naturellement vers le SaaS. Et là, on se dit, OK, le SaaS, c'est un autre niveau, ça passe à un autre step, et je commence à apprendre deux types de techniques. D'ailleurs, j'ai fait une école de vente, je n'ai pas fait une école de commerce. Tous mes copains ont fait des écoles de commerce, j'ai fait une école de vente. Spin selling, challenger sales, inside sales, plein de mots techniques, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, ce n'est pas l'intérêt, parce qu'il y a tout type de niveau, tout type de personnes, tout type d'entrepreneurs. Ce qu'il faut juste retenir, et ça c'est important, il n'y a que deux manières de vendre. Soit vous transformez la vie de quelqu'un et vous en êtes persuadé, soit vous résolvez un problème d'une équipe, d'une entreprise et vous en persuadez. Il n'y a rien d'autre. Ceux qui vont me vendre des produits, ce qu'on appelle du nice to have, certes, ça va être beaucoup plus dur. Ça peut avoir des effets de ratio, mais en réalité, ça ne marche jamais bien longtemps. Si je vous parle de tous ces aspects-là, c'est parce qu'en fait, du coup, je pense que commercialement, j'ai vu tout ce qui se passait autour de moi. J'ai vu vraiment tous les types de métiers, du téléphone au physique, en ligne, j'ai tout fait. Mais tout ça, c'était avant que je confonde en 2016 un écosystème qu'on appelle le château aujourd'hui, de plusieurs boîtes, Vivoca, Meria, Tada, Descoin, comme l'a bien dit Alexis, merci pour ça, qui représente aujourd'hui 130 salariés, et du coup, qu'on a déployé. Et là, je me suis dit, OK, là, c'est ton projet. Maintenant, tu vas arriver au niveau au-dessus. Tu ne vas pas vendre des deals à 10, 50 000, 100 000 euros. Tu vas aller bien au-dessus. Et je me suis retrouvé face au DG France de Thales Avionics, face au DG Monde de Dassault Systèmes. Et du coup, là, c'est des deals à plusieurs millions, mais qui ne prennent pas un jour, 2 jours, 3 mois, 4 mois, mais 18 mois, 24 mois. Et du coup, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai vendu des forfaits téléphoniques à 10, 15, 20 euros, jusqu'à passer à des deals à plusieurs millions d'euros sur plusieurs mois. Si je vous dis tout ça, ce n'est pas parce que mon parcours est inspirant ou intéressant, rien à voir. C'est juste que j'aimerais faire comprendre aux gens ici, notamment à la communauté francophone, que la vente, c'est cool. Pourquoi la vente, c'est cool? Parce qu'en fait, on a une image en France, tout le monde se vante beaucoup, donc tout le monde sait bien se vendre. Qui vend? Qui arrive vraiment à prendre un téléphone, appeler, ouvrir une porte et y aller et se dire « Ok, comme ça va fonctionner ». En réalité, très peu de personnes. Si vous le regardez, les entrepreneurs que j'accompagne font toujours les mêmes illusions. Illusion numéro 1, souvent, c'est les entrepreneurs tech. On pense que le produit se suffit à lui-même pour vendre. Donc, on fait 2 ans d'R&D et puis on fait beaucoup de tech, beaucoup de subtilité. On fait des méga argumentaires. Non, ce n'est pas de la vente et votre produit ne va pas se vendre tout seul. Il n'est pas suffisamment bien. Pas parce que vous êtes mauvais, parce que vous ne l'avez pas adressé au marché. Adressez-le au marché et je vous assure que vous aurez des réponses. Illusion numéro 2, c'est de croire que l'activité, c'est la performance commerciale. Je prends toujours cette référence qui est très drôle, c'est d'aller voir des commerciaux et leur demander ce qu'ils sont en train de faire et leur dire « Ok, tu as appelé combien de clients, tu as fait quoi au niveau perf commercial ?» et qui te répondent « Non, mais j'ai remis à jour mon CRM, non, mais j'ai remis à jour ma charte graphique de mon deck pour l'envoyer. » L'activité n'est pas une vente, n'est pas de la performance commerciale. Vous pouvez refaire 17 fois votre site internet, vous ne vendrez pas mieux. La troisième illusion, qui est une de mes préférées, c'est confondre relation et transaction. Relation, tout le monde va vous faire croire que ce que vous avez, c'est incroyable. Encore plus à Dubaï, où Dieu sait que j'adore cette ville, mais en fait, on a un côté un peu anglo-saxon, où tout le monde vous pousse toujours vers l'avant. Je vous donne une anecdote personnelle. On a créé Google Home avant Google Home. En fait, Google Home, pour ceux qui ne connaissent pas, dites-vous, c'est un assistant vocal, tout simplement, qui est au sein des maisons aujourd'hui.
Mais nous, on n'avait pas fait un simple Google Home. On avait fait un Google Home holographique qui s'appelait Zach. Zach by Vivoca. Il doit encore avoir des archives sur Internet. C'est super sur le principe. On va dans les salons, tout le monde le trouve incroyable. C'est un hologramme, ça va nous accompagner. Ok, tout le monde aime. Qui achète? Qui paye? Personne. Parce que c'est cher. Parce que quand ça coûte plus de 400 € et que Google Home coûte 70 €, bah, t'es plié. Et peu importe les techniques de vente que tu utilises, ça suffit pas. Erreur de notre part, erreur de ma part. On se met dans une situation où on croit que le beau va suffire. La relation, c'est quand on vous dit que c'est bien, ça vous enthousiasme. La transaction, c'est quelqu'un qui a été capable de payer. Et c'est là où vous vendez. C'est pas parce que tout le monde vous dit que c'est incroyable. Si je dis ça, c'est pas à tous les entrepreneurs chevronnés qui ont déjà fait des gros succès ici que j'ai pu rencontrer ce soir. C'est à ceux qui commencent à se dire que leur produit est incroyable, mais qui sont pas encore dans l'étape où ils vont vendre. Et la dernière illusion, et celle-là me fait toujours sourire, c'est pour tous les entrepreneurs qui n'ont jamais vendu, qui pensent que quand vous allez vous associer avec un commercial, ça va très bien se passer et que votre boîte, elle va exploser. Spoiler, pas du tout. Déjà, les commerciaux, il y en a quelques-uns qu'il faut éviter. Éviter le bavard inefficace. C'est celui qui parle beaucoup, qui bouge partout, mais en fait, qui a un taux de closing à 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a l'impression d'être bon. Il s'auto-persuade. En réalité, seuls les résultats comptent. Ok, tu parles beaucoup, tu connais beaucoup de monde, tu as beaucoup de portefeuille clients. Combien t'en ramènes? C'est ça qui est intéressant. L'illusion, enfin, pardon, pas l'illusion, mais le problème numéro 2 que je vois quand on recrute des commerciaux comme ça, quand on a l'impression, eh ben, on se met dans un mécanisme un peu simple où on a l'impression de recruter des bêtes qui vont changer absolument tout à partir du moment où ils sont intelligents. Des commerciaux, et c'est pas méchant quand je dis ça, ont besoin d'être malins, n'ont pas besoin d'être smart et intelligents, de vous expliquer que votre produit c'est incroyable et comment bien le dénicher. Vous devez passer à l'étape supérieure. Si je vous dis tous ces aspects-là, c'est parce qu'il y a un dernier point qui moi, m'a toujours marqué, c'est que quand on veut recruter, on fait toujours les mêmes erreurs. Et je les ai faites. Et je les ai faites plus d'une fois. Première chose, c'est de recruter un commercial en croyant que sa motivation, ça suffira à vendre. Et ben, je vous le dis, c'est comme recruter quelqu'un quand vous voulez vous mettre avec uniquement sur son physique, un beau mec, une belle fille, et croire que ça suffira. C'est vibrant au début, mais en fait, à un moment, ça tombe et ça marche plus bien. Non, vous devez apprendre à le dealer. Le dealer, c'est quoi? C'est de lui demander déjà ses chiffres. Simple. Un commercial qui ne connaît pas ses chiffres de l'année dernière, qui est dans le flou, vous avez deux choix. Soit il est nul, soit il n'a rien fait. Il n'y a pas d'autre choix. S'il connaît ses chiffres par cœur ou il est KO. Deuxième chose que vous devez faire, vous lui demandez tous ses deals. À partir du moment où il en a fait 3, 4, 5, vous en prenez un et vous le matraquez. C'est dur ce que je dis. Bienvenue dans le monde où les commerciaux sont mieux payés que les entrepreneurs en France notamment. Et dans beaucoup d'endroits, ok les gars, votre responsabilité elle est simple. C'est de ramener beaucoup d'argent. Vous voulez être payé cher, ramenez de l'argent. Il y a un tabou avec l'argent en France. Mais tu ne peux pas t'amuser à payer des commerciaux 60, 80, 100 K fixes si les mecs ils te ramènent quoi, 300, 400 K à l'année? Ça ne marche pas comme ça la vie. La vie, elle ne doit pas marcher comme ça, en tout cas sur des méthodes commerciales. Après, je vais vous mettre la responsabilité à vous en tant qu'entrepreneur et je vais me la mettre à moi également. En tant qu'entrepreneur, on place des fois très mal les gens. On a l'impression de mettre des process, de se dire ouais, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et puis on se retrouve à placer des gens qui sont juste totalement inadaptés au poste qu'on leur propose. Je vous donne mon cas. On a une commerciale chez nous qui a 55 ans. Et la différence entre une commerciale de 55 ans et de 25 ans, c'est 30 ans d'expérience, mais c'est aussi que ça a peu envie de faire les mêmes choses. Une commerciale de 55 ans ne prospecte plus de la même manière normalement. On avait plusieurs commerciaux, on en avait une dizaine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à un moment, il y a eu de la jalousie qui s'est créée. Pourquoi la jalousie se crée? Parce qu'elle, elle ne prospectait pas. Ils avaient tous des objectifs de prospection, elle n'en avait pas. Du coup, on a tout régalisé. On lui a dit, OK, tu vas prospecter, tu dois ouvrir des nouveaux comptes, des new accounts également. C'est primordial. Et bien, ça n'a pas loupé. 3 mois après, elle fait 2 fois moins de chiffres. 3 mois après, c'est décevant. Et 3 mois après, elle est triste. On rebraque. On se dit, OK, dans quoi elle est douée? Elle a besoin de gérer 4-5 comptes, les pénétrer et les faire exploser à l'international. Elle s'est transformée en Key Account Manager. Elle gère encore aujourd'hui 5 comptes et elle génère plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par la boîte, juste par elle-même. Et je pense qu'elle met 10 fois moins de temps que tous mes autres commerciaux. Et bien ça, c'était une erreur de notre part de croire que c'est aux commerciaux de s'adapter au process de la boîte, à tous les process, parce que je vais y venir quand même, et pas l'inverse. En réalité, il faut s'adapter aux gens. Le métier du commerce, c'est un métier d'humain. Vous prenez quelqu'un comme moi qui est assez énergique, et bien il y a des clients avec lesquels je ne passe pas du tout, parce que c'est posé, c'est technique. Et ben, n'ayons pas d'ego. On recule, on prend quelqu'un qui fait de l'avant-vente ou un tech,
et on le met en avant. Et à partir de là, en général, ça marche beaucoup mieux. Une erreur que j'ai pu voir beaucoup après le recrutement, c'est qu'on arrive au management, qui rejoint un peu l'aspect dont je vous ai parlé de cette commerciale. C'est ceux qui veulent transformer des commerciaux, je ne sais pas pourquoi, en directeur commercial. Ça n'a absolument rien à voir. Un manager n'est pas un commercial. Vous avez un commercial qui vous coûte 100K, qui vous rapporte 1 million, et vous allez le faire passer Head of Sales sur un principe qui est plutôt bateau, en se disant, comme il est bon, il va rendre les autres bons. Il peut former, il peut accompagner. Mais du coup, en fait, vous allez juste lui enlever du temps où il close. Vous allez lui mettre, avec son tempérament peut-être très individualiste, mettre la pression aux autres qui n'ont peut-être pas besoin de ça comme méthode d'apprentissage. Et je vous le donne en mille, ça ne fonctionne jamais. Prenez un Head of Sales qui a déjà été Head of Sales ou un Sales ultra performant qui veut vraiment le devenir. Ne croyez pas que votre meilleur commercial, c'est votre meilleur manager. C'est totalement faux. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'avais appris une partie, j'ai pas appris la deuxième. Et je reviens dessus. Ah, c'est ça. Et ça, c'est hyper intéressant en plus pour vous. En tout cas, je l'espère. Croire que le commercial va trouver votre go-to-market. Il n'y a rien à voir. Le 0 to 1 dans une société, c'est votre job d'entrepreneur. C'était le mien, c'était le nôtre. Croire que des commerciaux vous vendent un produit qui n'a pas de product market fit, j'en parlais beaucoup avec Aurélien tout à l'heure, ben, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, si lui, il a eu l'habitude d'être dans des boîtes où il y a des structures où ça avance, il est capable de faire le 1 to 10, eh ben, faut le mettre en 1 to 10. Essayez pas de croire qu'il va trouver le marché. Prenez un cofondateur, prenez un associé ou prenez quelqu'un qui a la carrure de trouver un go-to-market marketing stratégique ou quelqu'un qui a fait du sales mais en discovery. Et pas un sales qui a tout performé. Si votre produit, vous n'avez pas fait 1 euro avec, comment voulez-vous que quelqu'un en fasse 100 avec? Ça ne marche pas comme ça. Et malheureusement, on l'aurait adoré, mais c'est une erreur qu'on voit très souvent. Non, du coup, vous ne pourrez pas le fonctionner comme ça. Et le dernier point que je peux vous donner en termes de recrutement, et faites-y attention, c'est ce que j'appelle les super CV, les CV des grosses boîtes. Je vous le donne en mille, un sales qui a été chez Salesforce, un sales qui a été chez Oracle, chez Microsoft, ils ont des fixes de fou furieux, ils ont des variables plutôt très bons, et en fait, je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, j'ai juste qu'ils ont peu à faire le même métier que ce que vous attendez. Quand tu es chez Salesforce, les leads arrivent, tu fais ça, tu as les techniques, mais tu as déjà le produit, c'est crédible. Eh bien, tu y vas. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, pour beaucoup qui peut-être lancer des produits, peut-être actionner dessus, ben, ils n'y connaissent rien. Donc, en fait, ils vont aller vendre avec leur belle tête, mais en fait, ça ne suffira pas. Du coup, ne faites pas ça. Ayez confiance en vous. Faites le début de go-to-market ou entourez-vous pour le faire. Je prends Mage et ce n'est pas pour vous faire de la pub, mais ils ont plein de gens qui accompagnent sur ces aspects-là. Profitez-en. Le dernier point, il va être pour vous directement sur le mindset. Le mindset d'un commercial, moi, j'ai toujours trouvé que la vente, c'était un jeu. Alors, pourquoi la vente, c'est un jeu? Parce qu'en fait, tu perds plus souvent que tu gagnes, donc c'est un jeu difficile. Mais par contre, quand tu gagnes, quelle adrénaline, quelle fougue. Mais il y a des nuits, je ne dormais pas parce que j'avais signé mes plus gros deals. Et ça, c'est des trucs assez particuliers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'obsession. L'obsession à l'amélioration. Les techniques de vente, ça marche, ça fonctionne. Peu importe le nom qu'on leur donne, ça fonctionne. Quelqu'un qui sait prospecter arrivera à ouvrir les portes. Il y a un moment, il y a des mécanismes et des ratios qui se font. Si ça ne fonctionne jamais, c'est que la méthode d'apprentissage n'est jamais bonne. Ça fonctionne. Et le dernier point, c'est simplement de vous mettre dans une position où vous dites, j'ai un produit, je ne dois pas vendre mon produit, j'ai peur de la vente. C'est un côté un petit peu francophone qu'on a, mais je vais apporter quelque chose à quelqu'un. Mais si vous apportez quelque chose à quelqu'un, que vous êtes persuadé que votre produit il est bon, à partir de là, pourquoi en avoir peur? Allez-y, présentez-le au monde, éclatez-vous avec. C'est primordial parce que c'est ça qui va faire passer le prochain niveau. Je voulais conclure sur ça en vous disant simplement que les meilleurs commerciaux que j'ai eus dans ma vie, que j'ai recrutés dans ma vie, c'est des commerciaux qui ont eu de la discipline, de l'intensité, qui ont été impitoyables, pas envers les autres, mais envers eux-mêmes. Et je terminerai tout simplement ce talk en vous disant simplement 3 mots qui sont essentiels à ma vie et qui, j'espère, le seront essentiels à la vôtre. Vive la vente. Merci beaucoup, Flo. Je ne sais pas si c'est des questions-réponses, des trucs comme ça. Non. On coupe. Merci, Alex. Merci, Flo. Désolé. La question-réponse se fera... Je te les ferai à toi après. Merci beaucoup. Au networking après, évidemment, après le passage de chaque intervenant, vous pourrez après vous rencontrer entre vous et aussi discuter avec les intervenants et qui pourront répondre à vos questions. Merci beaucoup, Flo. Encore une fois, c'était un vrai plaisir. Le prochain intervenant me tient particulièrement à cœur.
C'est une personne géniale qui m'a rapidement accueilli au sein de ses bureaux, au sein de sa communauté, au sein de ses activités. C'est le fondateur de Oh My Desk, l'un des meilleurs espaces de coworking et bureaux, etc. à Dubaï, à mes yeux, avec un concept ultra innovant, ultra qualitatif et aussi avec un fort esprit de communauté. Donc, il a fait une prise de risque énorme. Moi, ça me choque. À la base, il avait pour idée de faire une sorte de coworking assez petit, un demi-étage. Puis au final, ça a fini avec un étage. Puis au final, il s'est dit, bon, allez, pourquoi pas prendre une tour entière. Et donc, son premier projet de Oh My Desk a été une tour entière qui se trouve à Downtown. Et je me dis, il faut être complètement taré pour commencer comme ça. Et vous savez comment est-ce qu'il a eu l'idée? En regardant le WeWork, WeCrash, et il s'est dit, ah, génial, ils ont fait faillite, je vais faire la même chose. Je vais faire des coworking spaces. Et au final, il a eu des idées différentes, une manière différente de voir les choses, en créant une vraie communauté, un vrai réseau, un esprit de bienveillance. Je l'ai vécu, j'ai été, il m'a invité, on a fait des laser games, on a fait plein d'activités, j'ai travaillé dans leur bureau, une communauté folle. Le midi, tous les entrepreneurs qui se trouvent dans ces bureaux-là vont manger ensemble. C'est un vrai espace hyper convivial, hyper agréable. Et surtout, il ouvre maintenant à Business Bay. Il ouvre également, si je ne me trompe pas, à Alquoz. Donc, scalabilité énorme. Ça fait qu'un an que Oh My Desk s'est lancé. Et je trouve ça hyper, hyper impressionnant de se lancer avec autant de CAPEX à l'entrée, au début de son activité. Et pour cela, s'il vous plaît, je vous prie d'accueillir chaleureusement mon bel ami Guillaume Rassemi. Quel homme, quel homme. Bienvenue chez toi. Salut à tous. Je ne sais pas comment je peux passer derrière Florent. Il connaissait tout son dossier par cœur. Moi, on va dire que je suis le dernier de la classe. Je vais vous parler vraiment sans avoir rien préparé, juste en vous expliquant ce que j'ai fait et comment j'en suis arrivé là. Mais je ne pense pas que j'ai fait non plus quelque chose d'assez exceptionnel. La seule chose que j'ai eue, moi, dans ma vie et qui m'a permis d'avancer dans ma vie, aujourd'hui, j'ai 41 ans. J'arrive même pas à me l'assumer. C'est les couilles mieux que l'argent. Tout ce que j'ai fait, moi, demi-étage, étage ou immeuble, juste de me dire tout le temps les couilles mieux que l'argent. J'ai commencé à travailler en vendant des voitures en France, en achetant des voitures en Allemagne et en les revendant en France avec 0 centime. Sauf que j'ai eu le courage de mettre sur le site Le Bon Coin, sur le site de la centrale, des annonces de voitures et en demandant aux clients de mettre l'argent et de me faire confiance que la voiture allait arriver d'ici 48 heures. C'est très dur de dire à quelqu'un en France, mettez l'argent et vous verrez, vous recevrez votre voiture. De là, j'ai commencé pendant 1 an à faire ça. Ça a été très, très dur, mais j'ai réussi. J'ai gagné ma vie comme ça. Et au bout d'1 an, je me suis lancé dans le marketing. J'avais une bande d'amis qui faisaient du spam, qui envoyaient des spams par mail dans des boîtes aux lettres, dans des boîtes mail. Et je suis allé les voir. Je leur ai dit, voilà, moi, je veux arrêter mon activité et je suis prêt à tout mettre dans votre société et je récupère que 25% de la boîte. Si la boîte fait le double de chiffre d'affaires au bout d'1 an, eh bien, gardez-moi. Mais si la boîte fait en dessous du double, gardez mon argent et je me barre avec tout. Ils m'ont dit non, pars. On n'est pas intéressé. Je suis parti prendre un verre juste en bas, dégoûté, et je parlais avec un copain au téléphone et je disais putain, ce mec-là n'a pas voulu, patati patata. Et il y a un mec qui est venu, que je ne connaissais pas, qui est venu et qui m'a dit Guillaume, j'ai entendu ta conversation. Si tu veux, je t'apprends le métier, moi. Moi, je t'apprends le métier pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, tu connaîtras tout le métier, tu seras le numéro 1. Je connais ce métier, patati patata, et il m'explique tout. À ce moment-là, je dis, mais il est fou. Jamais je lui donnerai de l'argent pour être formé et réussir à faire ça. Les jours se passent, j'ai gardé son numéro, et un jour, je suis dans ma salle de bain et je me dis, cette fameuse expression que je vous ai dit tout à l'heure, les couilles mieux que l'argent. Je l'appelle, je dis, c'est bon, forme-moi. Il m'a formé pendant 3 mois. Pendant 3 mois, il m'a formé. J'ai appris comme si j'étais à l'école. Il m'a pris des blocs-notes, il m'a tout expliqué de A à Z. Et en l'espace de 3 mois, j'étais totalement formé à ce métier. Et au bout d'1 an,
j'avais triplé le chiffre d'affaires de mes amis que j'étais parti voir. De là, j'ai commencé à faire ce métier, etc. Et j'en avais marre de contacter les clients et de faire comme Florian nous racontait, d'aller essayer de closer des deals, de parler avec des gens, etc. Je me disais que le meilleur truc, ça serait de ne pas avoir accès aux clients ou d'avoir un abonnement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as closé un client une seule fois, tu sais que ce client-là, il est avec toi toute la vie. Il faut qu'il reste avec toi toute la vie. Et si chaque mois, tu dois te battre pour avoir encore de nouveaux clients, finalement, ce n'est pas intéressant. Parce que jusqu'à la fin de ta vie, tu vas devoir te battre et tu n'auras finalement toujours que chaque mois de nouvelles performances à avoir. Et si un jour tu veux partir en vacances, bah, tu ne gagneras pas d'argent parce que bah, tu n'as pas signé des clients. De là, j'ai commencé à me concentrer sur comment faire des abonnements. J'ai voulu créer une société où tu pouvais faire des sites internet en abonnement pour 100 € par mois. Eh bien, tu peux avoir un site internet mis à jour tous les jours et te lancer. Le lendemain matin, il y a One One qui a lancé le site à un abonnement de 1 €. Donc, j'ai fait faillite à la seconde même où j'avais ouvert. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que justement, j'ai appris. Je me suis dit, d'accord, je peux avoir des concurrents qui sont encore moins chers. Donc, il faut faire encore mieux. Et j'ai lancé du marketing à les réseaux sociaux. J'ai été la première société en France à me rendre compte de la force de l'audience des réseaux sociaux. J'ai racheté toutes les pages Facebook. Alors, les plus vieux d'entre vous vont connaître les pages Facebook. Si toi aussi, tu as une culotte verte, si toi aussi, tu as eu un prof chauve, si toi aussi, tu portes des lunettes, j'ai racheté toutes ces pages Facebook à 50 €. Des pages Facebook avec 2 millions de followers, je les ai rachetées 50 €. Et j'en ai racheté une centaine. De tel point qu'à la fin, j'avais à peu près 100 millions de followers sur Facebook. Et je lançais des articles pour des sites médias pour leur générer du trafic. Je suis devenu le premier site, la première société qui vendait du trafic aux médias en France. C'est moi qui ai fait faire vendre Minute Buzz à TF1 ou le groupe Cerise à une boîte américaine que je ne me rappelle même plus. J'ai monté ça et un jour, il y a Page Jaune qui est venu me voir à 8 h du matin au bureau. Je ne me réveillais jamais à 8 h du matin. Je me réveillais à 10 h du matin. Et un jour, je suis arrivé à 8 h du matin au bureau et il y avait le patron du groupe Solocal qui était là et qui m'a proposé de racheter ma boîte. J'ai revendu ma boîte et j'ai commencé à faire mon activité de earn-out à la fin avec le groupe Cerise, avec le groupe Horizon Média. À ce moment-là, il y a un des patrons, un des clients qui est venu me voir. Excusez-moi, j'ai pas du tout, comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout appris mon texte ou même fait un exercice. Mais il y a un client, le patron du groupe Jiffy, Philippe Genesté, qui est venu dans les bureaux, qui m'a rencontré et qui a vu ma spontanéité, enfin, d'après ce qu'il me dit, et qui m'a dit « Viens travailler avec moi, viens t'associer avec moi et créons une société de marketing digital ensemble. » Et je suis parti avec lui, j'ai ouvert une société de marketing digital et je suis parti vivre à l'île Maurice pour lancer toutes les pubs que vous avez vues sur Jiffy, toutes les pubs que vous avez vues sur Tati, chez Tati Tatou, ben ça c'est Bibi. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Je me suis associé, j'ai tout appris avec ce monsieur qui était mon mentor. Et j'ai tout lâché parce que j'ai détesté ce pays. J'ai détesté l'île Maurice. J'ai eu une haine viscérale pour ce pays parce que je ne voyais pas mon futur là-bas et que je ne voyais pas d'évolution dans ce pays. Pas les gens, hein. Les gens étaient très gentils, etc. Le pays très beau, mais je ne voyais pas un futur là-bas. Je ne voyais pas que je pouvais m'épanouir. Les couilles mieux que l'argent. J'ai quitté la société où j'étais associé avec la 10e fortune de France pour venir vivre à Dubaï. Je suis venu en vacances ici. Je suis passé de l'île Maurice au Palmier, autour d'ici. Et je me suis rendu compte en 2018 que le futur, ce n'est pas l'Europe, c'est Dubaï. J'ai tout lâché pour venir vivre ici et je n'avais aucun plan dans ma tête. Aucun plan. Je suis arrivé ici, je me suis installé avec ma femme et mes enfants et j'ai dit les couilles mieux que l'argent. J'ai lancé une activité
comme la plupart des gens qui sont arrivés en 2018, de e-commerce, où on travaillait avec le marketing d'influence et avec tous les influenceurs de France à Dubaï. J'ai lancé ça et depuis, j'ai fait beaucoup d'activités on va dire, d'opportunisme, où tu fais de l'argent très vite, de la cash machine, on va dire ça. Mais je suis resté dans mon idée que quoi qu'il arrive, un jour, j'aurai plus la force de pouvoir trouver des idées, de pouvoir vendre des produits, etc. J'ai besoin de créer quelque chose où, une fois que j'ai fait ma vente, je n'aurai plus qu'à satisfaire mes clients. Comme a dit Alexis, j'ai regardé We Crash. J'ai éteint la télé et j'ai dit à ma femme, c'est ça que je veux faire. Et j'ai lancé Oh My Desk. Oh My Desk, c'est quoi? Oh My Desk, c'est une communauté. C'est comme vous, la communauté Mage. Mais là, c'est une communauté de gens qui se voient tous les jours. Vous voyez tout cela? Imaginez-vous déjeuner ensemble tous les jours, partager des idées tous les jours. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Aujourd'hui, mes clients, c'est plus mes clients, c'est mes amis. Moi, quand je vais au bureau, j'ai 73 bureaux à saluer. J'ai 150 personnes avec qui je dois déjeuner. C'est devenu une famille. Et ces gens-là, c'est mes clients, c'est mes amis, mais c'est des gens qui me payent, qui sont là avec moi sur l'année. Donc, je n'ai plus à m'angoisser pour mon chiffre d'affaires, mais juste à m'angoisser pour comment mettre mes clients, mes amis bien. C'est ça, ce que je veux vous dire par là, c'est simple. C'est juste la passion. La passion et surtout ne plus avoir envie de vendre comme vendre tous les jours, à me forcer tous les jours à essayer de closer des deals, etc. Ça, j'ai pas la force. J'ai peut-être passé un âge, mais j'avais envie de créer quelque chose où, ça y est, l'argent n'est plus un problème pour les gens, c'est un abonnement. L'abonnement, c'est la chose la plus importante. Vendre, tout le monde peut vendre. Tout le monde. Celui qui a fait des études, celui qui n'a pas fait d'études, tout le monde peut vendre. On peut être le méga vendeur comme Florian. Florian, rien que là, quand il a fait sa présentation, j'avais envie de lui acheter, je ne sais pas quoi, mais j'avais envie de lui acheter. Mais tout le monde peut vendre. L'objectif, c'est que le client soit heureux. C'est que le client reste avec vous et que ça soit une sorte de fidélisation qui se passe entre vous et le client. Moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai créé. Aujourd'hui, ce que j'ai créé, c'est que les gens sont contents de rester avec moi, sont contents d'être dans mes bureaux et sont contents de faire partie d'une communauté et de se dire que quand ils viennent à Dubaï, ils ne sont pas tout seuls, ils sont accompagnés, comme chez Mage, mais ils sont accompagnés tous les jours et ils peuvent faire des connexions tous les jours avec tout le monde. Ça, c'est hyper important. Ce que je peux vous dire, c'est faut avoir du courage, faut avoir de la passion et il faut avoir les couilles. Il faut avoir les couilles de pouvoir se lancer et d'avoir peur de rien. On peut avoir n'importe quel âge, on peut être n'importe qui, on peut y arriver. Et je ne sais plus quoi dire d'autre, de vous dire que juste félicitations à vous tous d'être tous ensemble, et d'avoir cette communauté. Je remercie Mage de m'avoir invité et je vous remercie à tous de m'avoir écouté, même si ce n'était pas la même chose que Florian. Merci beaucoup, Guillaume. Très authentique, très, très toi-même, comme j'aime. C'était pas la même chose. Franchement, c'était très, très, très intéressant, très sympa. Merci, Guillaume. Non, tu peux garder le micro, je n'ai pas envie de m'encombrer. Tu veux que je reste avec toi ou je pars? On peut faire un mini question-réponse. On attend le troisième guest qui arrive. Le troisième guest arrive? Ouais, Florian, tu peux nous accompagner? Tu fais un petit question-réponse avec nous, très rapidement, le temps d'attendre 5 minutes. Donc, le troisième intervenant arrive. Est-ce que déjà vous avez des questions pour Guillaume, notre cher fondateur de Oh My Desk? Ah, bah, tu sais quoi? Vous allez rester sur scène. T'inquiète. Même moi, j'ai honte de passer derrière toi. Merci Guillaume, c'est trop drôle parce que je viens de terminer la série We Crash littéralement hier soir et donc ça résonne énormément, je vois exactement. Mais du coup, comment c'est différent de WeWork? Explique-nous. Comment c'est différent de WeWork? Ouais, ou est-ce que c'est juste la même chose copier-coller? Alors, j'ai regardé WeWork, j'ai adoré l'idée. J'ai passé 2 heures, je crois, à essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas en ayant regardé un film, juste en ayant regardé un film. Je suis parti à WeWork, à Dubaï. Je ne sais plus à qui je racontais ça tout à l'heure. Je suis parti à WeWork à Dubaï et j'ai vu 100 mètres carrés de surface, 100 mètres carrés de surface dédiés à l'allaitement des bébés. Dédiés à l'allaitement des bébés. Mais je voudrais savoir qui est-ce qui emmène son bébé de 2 jours chez WeWork et qui va se décider de l'allaiter dans un bureau. C'est impossible. Et après, je suis parti chez Regus et j'ai vu une optimisation de la surface
comme je n'avais jamais vu. Sauf que c'était très austère. Et la seule chose que j'ai fait, aussi facile, je vais pas passer pour un génie, c'est juste que j'ai réuni la communauté de WeWork avec l'optimisation de Regus. Et j'en ai créé un domaine. Et j'ai voulu aussi, étant ici à Dubaï depuis 6 ans, je me suis rendu compte des problèmes qu'il y avait à Dubaï. Les problèmes qu'il y a à Dubaï, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des bureaux à Dubaï, mais dans ces tours que vous voyez à Dubaï, pour prendre l'ascenseur et aller dans votre bureau, c'est un quart d'heure. C'est un quart d'heure. Dans votre tour à Dubaï, quand vous installez, les odeurs, c'est horrible. Dans votre tour à Dubaï, quand vous êtes installé dans votre bureau, vous êtes tout seul. OK ? Moi, j'ai supprimé tout ça. J'ai 3 étages, 2 ascenseurs. J'ai du parfum dans les airs conditionnés. Et j'ai des bureaux qui sont en verre. Les gens peuvent se parler. Les gens peuvent partager. J'ai créé un restaurant en dessous. Les gens peuvent déjeuner ensemble. C'est magique. Tout ce que WeWork n'a pas réussi, tout ce que leur fondateur n'a pas réussi, j'ai essayé de le créer à ma petite échelle. Bravo. Notre dernier intervenant est un mec incroyable que j'adore, ultra chill, ultra bon délire, mais pourtant, c'est un gars qui a fait HEC Paris, programme grande école, qui lève des millions et des millions dans l'énergie renouvelable. Il est broker dans l'énergie, mais également développeur dans des infrastructures renouvelables, éolien, solaire. Un malade mental, beaucoup de capex, beaucoup de choses à gérer. Et justement, il était en call investisseur avec son CFO, le pauvre, pour une potentielle levée de fonds supplémentaire, qui a fait que du coup, il vient d'arriver à l'instant dans le rush, en courant le plus rapidement possible, même s'il devait être là à la base à 17h30. Donc, il y a un écart monstrueux. C'est quand même une personne que j'apprécie énormément, qui a eu beaucoup de hauts et de bas dans sa vie. Il m'a raconté son histoire, elle est ultra inspirante. Il est vraiment passé de 0 à 100, 0, 100, 0, 100, et il s'est toujours relevé une forte résilience incroyable, vraiment incroyable. Vous allez être impressionné par ce parcours-là. S'il vous plaît, accueillez chaleureusement Karim Megherbi. Bienvenue chez toi, Karim. Et toi, c'est mon micro. Ah, merci. Sacrée présentation, merci beaucoup. Mais en fait, bon, c'est beaucoup moins impressionnant que ça, en fait. Hein. Petit entrepreneur dans les énergies renouvelables. Forcément, mon secteur, dès qu'on fait un projet, effectivement, les montants sont très importants. Il n'empêche que je suis un petit entrepreneur, une petite start-up et j'essaie de faire monter ça. Voilà. Bon, alors, je me suis posé la question, bon, qu'est-ce que je vais présenter? Mon activité, mon secteur, mon parcours. Alors, je me suis dit, vous savez, je suis entrepreneur militant. Donc, je travaille dans les énergies renouvelables et c'est lié, bien sûr, au réchauffement climatique. Donc, obligé, vous allez vous taper un petit peu de réchauffement climatique. Désolé pour ça. Donc, bon, moi, mon père est algérien, ma mère est grecque et française. Et c'est des gens qui ont vécu un peu de façon marginale. Donc, ça m'a un peu inspiré. Ils ont fait beaucoup de commerce. Ma mère, même à 73 ans, elle a fait encore des poulets, des poulets au Sénégal. Elle a fait une fête foraine gonflable au Mali. C'est une personne qui a beaucoup d'idées, qui fait des petits projets par-ci par-là. Mon père, lui, il a fait plein de métiers dans la techno, la musique. Il a fait tailleur, il a fait des meubles. Donc, très jeune, en fait, moi, j'étais dans un milieu commercial. Et j'ai fait une école de commerce. Et je suis tombé dans le milieu du développement humain et économique avec des ONG et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Je travaillais en Afrique et je me suis dit, OK, je vais contribuer en fait à améliorer la vie des personnes dans les pays émergents. Et j'ai travaillé dans la microfinance. Donc la microfinance, pour ceux qui savent, c'est des petits prêts en fait. Quand vous voulez faire monter une petite société, soit vendre tel ou tel truc, bon, vous pouvez emprunter dans une banque, mais vous n'avez pas de garantie. Et donc, ils vous demandent des garanties. Par exemple, vous leur donnez un bien précieux pour vous. Et en échange, ils vous prêtent de l'argent.
C'est un peu ça le monde de la microfinance. Comme vous êtes démunis, eh bien, on essaie de vous aider en faisant des prêts et avec des garanties. On ne sait pas trop ce que c'est. Donc ça, je me suis dit, OK, c'est intéressant. Et j'ai voulu faire beaucoup plus grand, en fait. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant de financer des projets. Je vais financer des gros projets. Donc, j'ai travaillé dans la banque ensuite, dans le financement de projets. Et c'est là que je suis tombé dans les énergies renouvelables, donc dans l'énergie. Donc, évidemment, mon nom, Karim Megarbi, quand je suis arrivé dans la banque, on m'a dit, bah, toi, tu vas travailler dans l'énergie. Tu vas travailler dans le pétrole. OK, bon, d'accord. Pourquoi pas. Donc, je travaillais dans le pétrole, gaz. Et on a financé des projets en Russie, au Qatar, en Angola, pétrole, gaz, un peu aussi des lignes de transmission. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, les énergies renouvelables, parce que ça permet de mixer, en fait, le développement humain et l'énergie. C'est-à-dire que c'est des systèmes de production électrique décentralisés. Donc, vous savez, vous avez votre panneau solaire et vos éoliennes. Vous pouvez les mettre un peu partout sur votre territoire et proche de la consommation. Donc, si vous prenez les pays émergents, eh bien, par exemple, dans ton village, tu vas avoir une grande centrale électrique qui va coûter, je ne sais pas, 20 millions de dollars. Et en fait, à l'intérieur, on peut faire des projets de développement, par exemple, mettre 1 million de dollars pour l'électrification rurale, mettre 1 million de dollars pour développer l'agriculture sur place. Donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de mixer les deux, en fait. De mixer à la fois des projets d'infrastructure de grande taille et à la fois des projets de développement humain. Je trouvais que le système financier pouvait permettre ça. Donc, je suis devenu, après, j'ai monté ma société et je me suis concentré là-dessus. Donc, faire des projets, par exemple, en Guadeloupe, où on mélangeait énergie solaire, réhabilitation, des personnes qui étaient en prison, on les faisait travailler, et puis agriculture. Donc, on avait des projets agricoles, sociaux, énergétiques. Et en fait, c'était intéressant parce que j'utilisais finalement la finance et les investisseurs pour financer des trucs qui, à la base, sont infinançables ou qui sont très compliqués à financer. Quand vous êtes une ONG ou une association et que vous voulez lever des fonds pour faire de la réinsertion sociale, par exemple, si vous voulez 1 million de dollars, 2 millions, ou même 100 000, 50 000, c'est une lutte permanente. Alors qu'en fait, avec ces actifs, très facilement, vous pouvez dégager plein de fonds. Donc, je trouvais que c'était une façon intéressante d'utiliser la finance. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années, avec plus ou moins de succès, parce que c'est bien beau d'avoir des projets, mais au final, il faut bien comprendre les réglementations, la concurrence. C'est des projets très compliqués à développer. Donc, je ne sais pas si, pour ceux qui connaissent, si vous ne connaissez pas le secteur, les énergies renouvelables, c'est comme l'immobilier. Donc, il faut vous imaginer, donc les personnes dans l'immobilier, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont chercher des terrains, elles vont demander des autorisations, des permis de construire, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, faire des plans. Donc ça, quand vous développez un projet énergétique, c'est exactement la même chose. Vous allez chercher un terrain, vous allez regarder la réglementation en vigueur et obtenir toutes les autorisations pour permettre la construction. Une fois que vous avez toutes les autorisations, vous pouvez commencer à construire. Et c'est exactement comme dans l'immobilier. Vous, en tant que développeur de projet, vous pouvez aller chercher des investisseurs qui vont être intéressés par l'actif en disant, tiens, ben voilà, il a eu toutes les réglementations, il a eu toutes les autorisations possibles. Donc maintenant, j'ai plus de risques et je peux mettre de l'argent pour financer la construction. Ensuite, quand vous avez construit votre centrale, c'est exactement comme un immeuble. Votre immeuble, vous faites de la location. Vous avez des gens qui habitent dedans et qui payent un loyer. Là, c'est la même chose, vous vendez de l'électricité. Donc, les énergies renouvelables, vous imaginez, c'est exactement comme un projet immobilier, avec différents investisseurs à séquencer et différents métiers. Donc moi, ça m'a intéressé. J'ai fait ça pendant quelques années. Et puis récemment, j'ai remonté une société. Donc, j'étais à Dubaï. Je travaillais pour des investisseurs qui... on s'était spécialisé sur l'Asie centrale et l'Afrique, toujours sur des projets solaires et éoliens. Et je me suis dit, OK, je vais recommencer en fait mon aventure entrepreneuriale. Et cette fois-ci, je me suis dit, bon, OK,
quelle est ma valeur ajoutée en fait dans ce secteur. Il y a beaucoup d'investisseurs, des développeurs, des fonds d'investissement, etc. Donc je me suis demandé quelle est l'activité qui, moi, me parle, dans laquelle je peux mobiliser en fait mon expertise. Et donc récemment, ce que j'ai fait, c'est donc j'ai créé cette société Horizon Invest. Donc là, c'était à 3 ans. Et en fait, je suis broker. Je mets ensemble des investisseurs et des porteurs de projets. Je me suis spécialisé dans les marchés émergents, plutôt Asie, Afrique, et puis un petit peu Europe. Donc, c'est des projets plutôt de grande taille, 50, 100 mégawatts ou plus. Et donc, encore une fois, surtout marché émergent. Donc, les développeurs avec lesquels je travaille, ça peut être des petits développeurs, taille moyenne, mais il y a aussi des grands professionnels comme je sais pas, Total, par exemple, ou Engie, ou peu importe. Vous avez des grosses sociétés du pétrole, de l'énergie, des gros développeurs dans les énergies renouvelables. Donc, je travaille un peu avec tout le monde. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de susciter en fait des projets. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez dans un pays, par exemple Sri Lanka, et puis vous discutez avec le gouvernement, et puis vous dites, OK, aujourd'hui, tu reposes ton électricité ou ton énergie sur le charbon, essentiellement. Ou alors, tu veux faire du gaz. Donc, tu dis, OK, tu vas dépendre essentiellement de l'extérieur, et ta balance commerciale va être déficitaire. Donc, tu dis, OK, regarde, si tu fais du solaire dans ces zones-là, voilà le coût du kilowattheure que tu peux avoir, voilà comment tu peux transformer ton système énergétique. Donc, ça m'intéresse parce que tu peux avoir comme ça un impact concret en fait, sur l'infrastructure des pays. Et ces infrastructures, évidemment, c'est essentiel pour vivre, manger, etc. Toute l'énergie, c'est fait pour votre activité quotidienne. Donc, ça m'intéresse de pouvoir, si vous voulez, impacter ça. Alors, maintenant, on va passer un peu à la partie climat, puisque en plus d'être entrepreneur, j'ai une petite casquette qui est, on va dire, professeur tournesol. Et je m'intéresse au scénario net zéro. Donc, pour ceux qui ont raté cet épisode, aujourd'hui, notre monde, il est basé sur les énergies fossiles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On brûle. Donc, nous, comme l'homme des cavernes, on a vu du feu. Et donc, pour faire de l'énergie, on brûle des choses. Voilà, c'est ça qu'on aime faire. On voit un truc, on le brûle. Je sais pas, voilà, ça fait des millénaires qu'on fait ça. Donc, il n'y a pas grande différence, en fait. Depuis toujours, on brûle des trucs. Alors, pour vous donner une idée, on brûle des trucs, les processus de combustion, notre monde aujourd'hui, les 2/3 de l'énergie qu'on met dans nos sociétés, elles disparaissent sous forme de chaleur. Alors, là, quand je dis ça, vous dites, OK, qu'est-ce qu'il raconte? Je vais vous donner un exemple concret. Votre voiture. Le rendement de votre moteur dans une voiture, il est de, mettons, 12% au mieux, d'accord? Si vous conduisez super bien, et que vous faites attention en disant, OK, mon moteur, je vais optimiser tout, il est peut-être à 15%. Alors, ça veut dire quoi, un rendement de moteur à 15%? Un rendement de moteur à 15%, ça veut dire que, vous savez, le pétrole, dans le monde, on consomme 100 millions de barils jour. 50% de la demande de pétrole aujourd'hui, c'est dans les transports terrestres. 2/3 voitures individuelles, 1/3 camions. Donc, nos 100 millions de barils jour et toute l'infrastructure mondiale de pétrole, donc vous imaginez les puits offshore, les pipelines, les centres de stockage, les bateaux, 40% des bateaux que vous voyez dans la mer, ils servent à transporter des fossiles. Donc 40% des bateaux commerciaux qui sont dans l'océan, là, ils servent à transporter des fossiles. Donc les bateaux, ensuite la distribution, 50% de ce machin-là, qu'on a construit là sur les 100 dernières années, c'est fait pour du pétrole qui va dans des voitures. Et donc 2/3 de ça, c'est un rendement de 12%. Ça veut dire que
sur 10 barils que vous exploitez, il y a 1,2 baril qui servent à faire bouger la voiture. Tout le reste, ça ne sert à rien. C'est ça notre truc de combustion. Alors maintenant, on va parler du réchauffement climatique. Bah, quand on brûle des fossiles, quand on brûle des machins, ça crée du CO2. Le CO2, il va s'accumuler dans l'atmosphère. Donc la concentration de CO2 dans l'atmosphère, elle augmente. Et donc, la température moyenne de notre planète, elle augmente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça a pour conséquence? Bah, je vais vous donner un ordre de grandeur. Vous voyez l'âge des glaces. Donc l'âge des glaces, le dessin animé. La différence entre l'âge des glaces, donc le monde en glace, et aujourd'hui, c'est à peu près 6 degrés en moyenne, d'accord, de différence. 6 degrés. Et nous, là, gentiment, on se dirige vers plus de degrés. Juste parce qu'on brûle 40 gigatonnes, on émet 40 gigatonnes de CO2 parce qu'on brûle des trucs pour faire notre énergie. Donc plus de degrés, c'est pas évident. C'est-à-dire c'est des typhons, des cyclones, des sécheresses, plus d'accès à l'eau, des centaines de millions de personnes qui vont être déplacées, puisque en fait l'eau elle augmente. Vous voyez, l'eau des océans augmente, et donc vous avez des zones entières en fait qui vont disparaître. Donc en ce moment en France, il y a des sujets d'immigration, on ne fait que d'en parler. Bah là, avec le réchauffement climatique, vous avez des centaines de millions de personnes qui vont venir toquer à notre porte là. Donc ça, pourquoi c'est aussi fort en fait? Pourquoi est-ce qu'on modifie le climat à ce point-là? Bah justement pour ces raisons-là. Parce que les 2/3 de ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Notre énergie, on est dans un monde extrêmement inefficace. Extrêmement inefficace. Donc aujourd'hui, le but, c'est 2 choses. La première, c'est de transformer notre système énergétique pour à la fois arrêter d'émettre du CO2 et à la fois gagner en rendement et en efficacité pour arrêter d'impacter en fait comme des malades la planète. Donc ça, c'est mon cadre de travail, vous voyez. Donc ça veut dire que à la fois c'est du business, donc je regarde les rentabilités, et puis c'est du business pur et dur, hein. Au final, quand vous achetez un projet, hein, parce que comme je vous avais dit, je mets ensemble les porteurs de projets et les investisseurs. Au final, on croit que vous avez une bardée d'avocats, vous avez plein de contrats, vous avez tout un tas d'études, etc. Au final, c'est bon, alors tu veux combien? 3 millions, 4 millions? Tu me payes comment? C'est quoi les risques? Etc. C'est tout à fait terre à terre, finalement. Et d'ailleurs, dans mon activité, en fait, en tant qu'intermédiaire, on aura beau dire préparer en fait le travail en amont. Au final, il y aura toujours un mec qui va m'appeler la veille de la signature pour me dire bon, écoute, Karim, finalement, il va peut-être faire baisser le prix de 2, 3 millions, etc. Donc, bon, OK. Donc, je gère ce genre de truc-là. Donc, c'est vraiment du business pur et dur. Mais à la fois, vous avez en fait ces trajectoires climatiques et ces scénarios énergétiques sur lesquels il faut se renseigner pour essayer de comprendre là où va aller notre monde, en fait. Et donc, quelles sont les politiques et les réglementations qui vont passer, et aussi pour nos infrastructures énergétiques, comment elles vont évoluer. Donc, par exemple, les énergies renouvelables, comme vous savez, c'est intermittent. Donc, quand il y a du vent, voilà, les éoliennes, ça dépend du vent. Les panneaux solaires, ça dépend du soleil. Non. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de vent? La nuit, on fait comment? Donc, il y a tout un système, en fait, tout un travail au niveau des équipements et de la gestion en fait, de nos systèmes énergétiques qu'il faut comprendre et comment ça va se déployer. Donc, je donne un exemple. Au Vietnam, donc le Vietnam repose essentiellement sur du charbon, d'accord, son électricité, à peu près 50% de charbon. Et donc, eux, ils ont un intérêt fort à faire des énergies renouvelables pour arrêter leur charbon et aussi dépendre, en fait, ne plus dépendre de l'extérieur, des importations de charbon, importations de gaz, etc. Donc, il y a eu un grand boom des énergies renouvelables, grand boom du solaire. Et puis, d'un coup, les gens ont réalisé, ah oui, mais il faut des réseaux. Ah oui, mais tiens, il faut gérer les points de congestion. Donc, des investissements de plusieurs dizaines de milliards, tout d'un coup, c'est passé à 0. Pourquoi? Parce que
l'ensemble des réglementations et des infrastructures associées à ces projets n'a pas été déployé. Donc, en fait, quand vous travaillez dans ce secteur-là, eh ben, c'est tous ces éléments-là qu'il faut analyser. Quand vous prenez un projet et que vous l'apportez à un investisseur ou que l'investisseur vous demande d'aller chercher un projet, eh ben, il faut essayer de comprendre avec votre petite boule de cristal en disant « Ok, bah, moi, je pense que le mix énergétique va évoluer de cette façon-là, la politique énergétique va évoluer de cette façon-là, et donc, toi, ton contrat d'achat d'électricité ou ton projet, bah, il va avoir une certaine valeur et il a un certain intérêt. » Voilà. Donc ça, je dirais, c'est mon travail du quotidien. Et donc, du coup, ça m'oblige à devoir lire des rapports imbitables, absolument affreux, où il y a plein de chiffres partout, qui sont rédigés comme c'est des tableaux, des trucs affreux. D'ailleurs, je me dis que ça m'inquiète parce que je lis de moins en moins de littérature et je lis de plus en plus des trucs comme ça. Je me suis dit, OK, ça me fait peur, mais bon. Donc, voilà, je lis beaucoup de trucs comme ça, beaucoup de rapports. Alors, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est donc je lis beaucoup de rapports et je vous encourage en fait à lire et à regarder un petit peu, vous renseigner sur ces sujets-là, réchauffement climatique, scénario de transition énergétique, juste pour comprendre un petit peu, parce que par exemple, vous voyez le Trump aux États-Unis, c'est exactement ça. Derrière, il y a tous les fossiles derrière, les énergies fossiles. Et donc, le but, c'est de maintenir en fait la demande fossile. C'est un secteur qui fait entre 2 et 4 trillions de dollars par an. Donc, forcément, il y a des enjeux. Et donc, le dernier point, c'est la désinformation. Un truc qui m'a choqué, en fait, dans mon travail, c'est que, et je n'avais jamais réalisé ça, c'est qu'il y a une quantité de fausses informations qui circulent dans nos sociétés qui est inimaginable. Alors, comment elles circulent? Eh ben, elle vient surtout des États-Unis. Il y a une centaine de think tanks, c'est-à-dire des sociétés d'information, on va dire, qui sont financées par les sociétés du tabac et du pétrole. Et alors ça s'est vraiment passé comme ça en plus. Je crois que c'est dans les années 50. Les sociétés du tabac, elles se sont réunies. Donc, c'est dans une salle. Et ça dit, mince, il y a des rapports qui sont sortis. Fumer, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont se dire, bah, on va peut-être améliorer nos cigarettes, on va peut-être faire, enfin, je sais pas. Bon, c'est vrai que quand tu vends des cigarettes et que tu gagnes de l'argent avec ça, bah, tu n'as pas beaucoup de choix quand on te dit que la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils ont choisi ce qu'on appelle le Misinformation Playbook, qui est de inonder nos sociétés. Donc, c'est un choix, c'est une stratégie. Les mecs, ils s'étaient tous réunis. Ils ont dit, tiens, on va faire ça. C'est une bonne idée. On va inonder nos sociétés, la société, de fausses informations. Et donc, on va la produire, on va la financer et on va la diffuser partout. Donc, aux États-Unis, vous avez une centaine de think tanks, Manhattan Institute ou Heartland Institute ou Heritage Foundation. Par exemple, Heritage Foundation, c'est celui qui a fait Project 2025 de Trump. Là. Heritage Foundation, où les gars, ils sont financés à coût de centaines de millions de dollars depuis, je sais pas, 40 ans ou 50 ans. Et ils diffusent des informations fausses partout, avec des faux sites internet, des faux papiers, des faux machins, etc. Donc ça, je me suis dit, bon, enfin, étudier en fait les stratégies de désinformation, c'est un truc incroyable, quoi. C'est un truc, pour nous, en fait, on est vachement impacté, on s'en rend pas compte, mais notre environnement informationnel est vraiment impacté très fortement et contient des attentions. Alors du coup, c'est ma dernière casquette, et puis je vais arrêter là. À côté de mon travail d'entrepreneur et puis d'essayer de travailler sur la recherche en fait de scénarios net zéro avec certaines institutions, l'Agence internationale de l'énergie, l'Agence internationale des énergies renouvelables, bah, j'essaie aussi de diffuser de l'information. Donc j'ai monté une association Avenir énergétique en France avec 12 autres personnes. Et puis on fait des ateliers citoyens où on informe sur l'énergie et la transition.
Et puis j'essaye d'écrire des papiers, de publier des trucs. Donc voilà, ça fait un peu l'ensemble, quoi. À la fois du business, de la politique et puis les scénarios net zéro. Et puis de l'information pour les citoyens que j'essaye de vulgariser. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Merci pour ce discours très engagé. Ah, non, pas là, je veux juste ta main, pas ton micro. Merci beaucoup. Merci, c'était un vrai plaisir. Ce discours vraiment engagé. Je te laisse vaquer à tes occupations. Merci beaucoup. Du coup, les gars, c'était un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que vous avez beaucoup appris de la part de Florian, de la part de Guillaume, également de Karim, que vous avez eu pas mal de valeur ajoutée à travers toutes leurs interventions et leurs discours. L'événement n'est pas fini, évidemment. Vous pouvez vous ressourcer, prendre des boissons à manger à l'intérieur, à l'extérieur, jusqu'à à peu près 23 heures. Networker entre vous, donc continuez à échanger, profitez au maximum de cette soirée pour rencontrer le plus de monde possible, comme vous avez l'habitude de faire. C'était un réel plaisir. Également, le prochain événement Mage Business Club est vendredi prochain. Football, activité football tous ensemble pour faire du sport convivial et également networker tous ensemble. C'était un réel plaisir encore une fois. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci pour avoir été ici aujourd'hui. Passez une très bonne soirée. Au revoir.